Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être avec nous pour cet après-midi, donc de cette journée d'études Quelle intelligence, quel artifice, donc, qui va se composer de deux parties. D'abord, l'exposé d'Antoinette Rouvroy, que nous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de l'avoir aujourd'hui, cet après-midi, avec nous pour ces discussions donc, autour de la question, du débat, du problème de l'intelligence artificielle et de sa nature et des enjeux épistémologiques, éthiques, même esthétiques que ces évolutions technologiques nous posent. Et ensuite, nous aurons un temps de questions-réponses donc entre les différents intervenants et avec le public. Donc si nous n'avons pas le temps de poser, Antoinette Rouvroy, toutes les questions que nous avons à lui poser à la fin de son exposé, nous aurons encore une chance de nous rattraper après cela et de continuer les discussions entamées ce matin. Donc sans tarder, donc, je vais vous présenter en quelques mots Antoinette Rouvroy, que certains d'entre vous ici doivent connaître. Antoinette Rouvroy donc, est chercheur au FNRS, à l'Université de Namur, donc au Centre de recherche Information, Droit et Société donc, de l'Université de Namur. Elle est aussi docteure en sciences juridiques de l'Institut universitaire européen de Florence. Et ses intérêts de recherche donc, concernent le droit, mais à l'entrecroisement, je ne sais pas comment elle le présenterait elle-même, mais donc de l'anthropologie, du droit et des enjeux scientifiques et technologiques contemporains. Donc un ancrage très contemporain, donc des enjeux de recherche en droit, donc en lien avec des questions de génétique, d'intelligence artificielle en particulier. Donc avec une perspective très originale qui entremêle donc évidemment donc encore une fois le droit et l'épistémologie, mais aussi la philosophie politique, la philosophie des techniques. Donc vraiment une recherche très interdisciplinaire. Parmi ces publications marquantes, je vais juste en citer deux qui sont évoquées dans le programme: Human Genes and Neoliberal Governance, Foucauldian Critique, donc paru en 2008 chez Routledge. Et plus récemment, Law, Human Agency and Autonomic Computing, donc sur la question de la computation notamment, coédité avec Mireille Hildebrandt, paru de nouveau chez Routledge en 2013. Et aujourd'hui, Antoinette Rouvroy nous propose un exposé au titre très alléchant, très comment dire, suggestif: l'adieu au réel, la justice au péril du réalisme algorithmique. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Nous vous écoutons. Alors c'est moi qui vous remercie pour l'intimidant honneur de pouvoir vous parler, et je parlerai en particulier sous le contrôle du professeur Englert, parce que moi je ne suis pas du tout, je suis pas informaticienne, je suis qu'une juriste largement dévoyée ou gauchie du côté d'une indisciplinarité qui m'est dictée en général par les objets que j'aborde, qui ne se laissent pas facilement attraper par une seule discipline. Alors le titre que je vais vous dire tout d'abord, évidemment, je cultive moi l'art subtil de décevoir. Je ne vais probablement pas arriver à vous exposer tout ce que je vous ai annoncé, mais en plus, je ne vais pas comparer l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Pour ma part, je ne parlerai même pas d'intelligence. Je parlerai beaucoup d'artifices qui sont communs d'ailleurs aux machines et aux humains. Nous avons tous, l'intelligence humaine est très artificielle, alors que en fait l'intelligence, celle qu'on dit intelligence artificielle, prétend souvent dans une certaine idéologie technique des données massives se présenter comme étant beaucoup plus naturelle finalement, beaucoup plus naturelle que nos manières à nous, êtres humains, de nous relier toujours à distance ou à distance du monde, nous relier notamment par la parole. Donc l'enjeu pour moi de ne pas prononcer, c'est trop tard, je l'ai dit, d'intelligence artificielle, c'est d'abord de démystifier et d'éviter des faux problèmes. Je parlerai davantage d'apprentissage machine, et je parlerai d'apprentissage machine comme non pas d'une intelligence, mais d'un principe d'organisation, de mutation dans les principes d'organisation et de reconfiguration du sensible. Alors on a parlé d'esthétique, s'agit-il d'esthétique ou d'anesthétique? Est-ce qu'il s'agit d'un court-circuit
court-circuit de l'esthétique, c'est un court-circuit de la sensibilité ou d'une reconfiguration complètement différente de la sensibilité. On le verra si on en a le temps. En tout cas, ces machines, n'en pas douté, et surtout notre engouement pour ces machines témoigne d'une certaine mutation dans l'image que nous pouvons avoir de ce qu'est la pensée, de ce qu'est l'imagination, de ce qu'est le jugement. Mais la pensée, l'imagination et le jugement ont toujours été médiés par la technique. Donc il ne s'agira pas non plus d'opposer technique et humain. L'être humain est un être fondamentalement technique depuis le début. La technique est notre mode privilégié de transformation du monde, une manière que nous avons de nous rendre le monde habitable. Alors, par contre, je dois quand même, alors je ne sais pas si je dirais au bout même de mon introduction, mais je dois d'abord vous dire quelques mots de la définition de l'IA. Alors, évidemment, je serai moins à l'aise que le professeur Handler pour en parler, mais c'est juste pour vous dire de quel type d'algorithme je vais parler. Alors, lorsqu'on parle d'algorithme, il convient de faire quelques distinctions fondamentales, il me semble. La première, on a parlé de la première vague d'IA, qui étaient des algorithmes en fait basés sur des règles ou des systèmes experts. Alors ces algorithmes-là, ils automatisent les opérations mentales en suivant des ensembles préprogrammés de règles reflétant l'expertise humaine dans chaque domaine spécifique. Alors ces algorithmes tendent logiquement à être assez déterministes, c'est-à-dire que les mêmes données en entrée vont produire en quelque sorte toujours un peu la même sortie. Mais je ne vais pas parler de cela, ça c'est vraiment les algorithmes des débuts, disons. Alors, sans atteindre les capacités cognitives de niveau humain, je parlerai surtout, moi, de la deuxième vague d'IA, de la deuxième vague d'algorithmisation, qui a bien des répercussions très importantes, elle, sur la société, et alors qui comprennent, cette deuxième vague comprend les algorithmes d'apprentissage automatique supervisé et d'apprentissage profond qui apprennent à partir de données numériques collectées ou produites afin de générer des inférences, c'est-à-dire des modèles et des prédictions sur des nouvelles situations. Les algorithmes d'apprentissage automatique ou d'apprentissage profond pilotent des systèmes itératifs pour l'ordonnancement numérique du comportement humain et des objets médiatiques. Alors, par objets médiatiques, on entend évidemment texte, images, son, vidéo, mais qui sont toujours produits par l'homme. Donc, c'est une sorte de système de curation, si vous voulez, d'ordonnancement, de curation de choses qui ont été produites ou qui transpirent des êtres humains. Et tout ça en utilisant des hiérarchies, des scores, ou en produisant plutôt des hiérarchies, des scores, des notations, des appariements ou des profils. L'ordonnancement et la curation algorithmique de la réalité socio-médiatique sont parfois qualifiés d'intelligence artificielle transformative, au sens où leur impact est ressenti comme un bouleversement comparable à ceux provoqués par la révolution agraire ou la révolution industrielle. Donc, ce dont il faut bien avoir en tête, c'est que cette deuxième vague d'IA produit, si vous voulez, des transformations dans nos manières de produire de la signification, dans nos manières de temporaliser, c'est-à-dire de produire de la temporalisation, de la temporalité, dans nos manières d'exercer le pouvoir, et même dans nos manières de devenir des sujets, dans une technique de subjectivation. Le sens, par exemple, dans ce genre de contexte, cesse d'être différentiel et dépend de plus en plus des corrélations détectées de façon immanente dans les quantités massives de données. Donc, au lieu d'avoir un sens qui est produit de façon différentielle, une table n'est pas une chaise, ces systèmes-là vont pouvoir identifier une table, non pas en les comparant à ce que n'est pas une table, mais simplement en détectant des patterns, des corrélations, c'est-à-dire des co-occurrences qui se répètent suffisamment entre des données qui, par exemple, varient ensemble. C'est qu'une corrélation, je suis désolée de parler de façon aussi basique, mais une corrélation, c'est quand, par exemple, vous avez un point A qui bouge, un point B bouge aussi, vous avez ça qui se répète un certain nombre de fois, ça va générer une sorte de pattern. On détecte un pattern et on va prétendre que ça devient prédictif.
Bon, alors évidemment, il y a des tonnes de biais, parce que le fait que A bouge et que B bouge, ça peut vouloir dire que A cause B, que B cause A, ou que C, qu'on n'a pas vu, cause A et B, vous voyez, ou au contraire que tout ça n'a aucune relation de causalité et que c'est l'effet de la pure contingence. Donc voilà. Alors aujourd'hui, troisième vague, si vous voulez, d'intelligence artificielle, dont je parlerai moins, ce sont effectivement les transformateurs génératifs préentraînés, les GPT, les grands modèles de langage, alors qui, plutôt en fait que d'ordonnancer un monde préexistant ou une réalité sociomédiatique qui aurait été construite ou produite par les humains, génèrent et créent de nouveaux objets, c'est-à-dire de nouveaux textes, images, sons, vidéos, à partir de très vastes ensembles de données. Donc, alors, certains artistes, comme par exemple Grégory Chatonsky, décrit dès lors une sorte de nouvelle perception qu'il décrit comme celle de l'espace latent de l'imagination artificielle. Le fait que toutes les photographies puissent être codées sous forme binaire, collectées en tant qu'ensemble de données et calculées statistiquement selon leur probabilité dans un espace abstrait, signifie que cet espace contient non seulement les images passées, mais aussi des images qui n'existent pas encore. C'est pourquoi nous pouvons générer des images réalistes qui n'ont pas été photographiées et qui ne sont pas simplement un collage de parties d'images préexistantes. Nous sortons de la logique de la post-production. L'idée que l'espace latent contient des images passées et futures ne peut être comprise que si l'on place cet espace dans une logique de possibilité. Et donc, évidemment, moi, en tant que juriste, quand je lis ça, je pense la latence, c'est exactement l'opposé de l'instance. L'instance qui est la suspension, c'est le moment. L'instance du jugement, c'est la suspension du jugement en attente, finalement, d'une décision qui viendra, qui pourra être ensuite contestée, etc. Donc, il y a, si vous voulez, là, bon, je vous indique ça de façon très impressionniste, mais ça indique déjà un rapport tout à fait nouveau avec la temporalité, ou une technique de production de temporalité tout à fait particulière. Alors, par rapport aux définitions habituelles d'un algorithme comme un ensemble d'instructions, un ensemble fini d'étapes permettant de résoudre des problèmes, il y aurait lieu, me semble-t-il aujourd'hui, d'adapter cette définition. Luciana Parisi, par exemple, suggère un concept général d'algorithme ouvert à la contingence radicale, la nouveauté, à l'imprévisible. Les algorithmes seraient pensés comme les machines de l'émergence et de la nouveauté, de l'imprévisible dans la matrice numérique de l'environnement, d'un environnement algorithmique. Alors, une des questions qui moi, me travaille beaucoup, en fait, c'est la question de savoir finalement, on nous présente aujourd'hui l'intelligence artificielle non plus comme une option parmi d'autres, quelque chose que l'on pourrait choisir, mais plutôt comme une sorte de destin inéluctable, quelque chose qui viendrait s'imposer à nous. Il y a, si vous voulez, une sorte d'impératif ou de AI common sense. Je retrouve cette citation. Oui, c'est cette AI common sense que Claudia Arado récemment nous expliquait comme ça. Elle nous disait, finalement, aujourd'hui, la question de l'opportunité de l'intelligence artificielle devient impensable, car la poser interromprait le mouvement vers plus de numérique, plus de données, plus d'interopérabilité, plus d'intelligence artificielle. Donc l'injonction omniprésente telle qu'elle apparaît aujourd'hui n'est plus tant d'opter pour l'intelligence artificielle que de s'y adapter, c'est-à-dire de s'y convertir. L'ouvrage, le texte de 2022 qui s'appelle de Oxford Insights, qui s'intitule Government AI Readiness, donc on doit être prêt, nous devons nous préparer, Readiness, l'énonce dans son titre même, rappelant en quelque sorte ce que Margaret Mead, en 1953, disait déjà, la machine n'a pas de modèle corporel, elle a sa propre existence, son propre rythme, auquel l'homme doit se soumettre. Et on pourrait même dire, si vous voulez, que l'ontologie non déterministe de Wiener était déjà en fait une sorte de déterminisme mécanique déguisé, impliquant toujours une double réduction onto-épistémologique. La réduction de la réalité à des structures calculables et la réduction de la science à une opération de calcul. Donc, l'engouement pour l'IA, pour la décision algorithmique, est symptomatique, à mon avis,
d'une transformation de l'ordonnancement du monde, mais alors qu'on a cette idée qu'en fait l'IA va nous rendre plus rationnels, va nous permettre de mieux nous organiser, c'est-à-dire d'optimiser absolument tout, même ce qui ne devrait pas être optimisé, c'est-à-dire l'état de fait qui est insoutenable bien souvent. Donc un mode d'ordonnancement du monde, à mon sens, c'est plutôt une sorte de mode de désordonnancement, je le dis à titre d'hypothèse pour la discussion, mais un mode de désordonnancement du monde. C'est-à-dire, notre engouement pour l'intelligence artificielle aujourd'hui serait symptomatique de l'insertion de la spéculation au cœur même des rationalités gouvernementales. Contrairement à ce que l'on a souvent prétendu, la montée en puissance de l'idée d'une gouvernementalité algorithmique, je reviendrai sur ce terme, repose en fait sur un renversement complet de l'idée déterministe selon laquelle le monde et les phénomènes sociaux seraient régis par des régularités prévisibles, détectables, gouvernables, soit par une physique sociale, et que, de fait, les comportements humains, entre autres, seraient mesurables ou calculables en référence à une moyenne ou à une loi normale. Il me semble au contraire que c'est bien parce qu'aujourd'hui, notre époque, comme le dit Luigi Pellizzoni, notre époque se caractérise par une conscience aiguë de la contingence radicale, c'est-à-dire de l'instabilité de nos milieux biophysiques, mais aussi, comme le disait bien avant Claude Lefort, parce que la démocratie elle-même se caractérise essentiellement et fondamentalement par l'indécidabilité et le maintien de l'indécidabilité que, si vous voulez, l'intelligence artificielle, qu'on a tendance, si vous voulez, à nous en remettre aujourd'hui à l'intelligence artificielle, dans une sorte de croyance que la complexité qui est non métabolisable par nos propres cerveaux, qui résiste à toute formalisation, c'est-à-dire même ce que Jacques Lacan appellerait le réel, c'est-à-dire ce qui résiste à toute formalisation, serait miraculeusement soluble et totalisable dans la boîte noire des algorithmes. Alors, Frédéric Jameson avait identifié déjà en 2012 cette sorte de croyance fondamentale sous-tendant le capitalisme contemporain. Et la gauche, disait-il, bon, moi je ne veux pas accuser la gauche, mais... Alors, aujourd'hui, disait-il, au lieu des textes utopiques, nous avons le délire libre-échangiste des cyberpunks, qui suppose que le capitalisme est lui-même une sorte d'utopie de la différence et de la variété. Je pense que cet échec de l'imagination de la gauche peut être attribué à l'hypothèse selon laquelle les ordinateurs suffisent pour s'occuper de la totalisation, pour prendre en charge la totalisation, que les complexités infinies de la production mondiale, que l'esprit peut à peine intégrer, sont mystérieusement résolues dans la boîte noire de l'ordinateur, et qu'il n'est donc plus nécessaire de les traiter à un niveau conceptuel ou représentationnel. Plus récemment, Mario Carpo, qui est théoricien de l'architecture, a identifié le cadre conceptuel qui produit aujourd'hui une science informatique contaminée, dit-il, par la science postmoderne de la complexité. La croyance dans les pouvoirs surnaturels de l'émergence et de l'auto-organisation, la célébration de la perturbation, du saut quantique créatif. S'agit-il d'une nouvelle rationalité? Non. Plus qu'une idéologie, presque une religion inspirée par une fascination morbide pour les vertus palingéniques de la catastrophe. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui le dit. Mais donc, il est vrai que Gilles Deleuze, déjà, en 1990, notait dans son post-scriptum sur les sociétés de contrôle qu'il est facile de faire correspondre à chaque société des types de machines, non pas parce que les machines sont déterminantes, mais parce qu'elles expriment les formes sociales capables de les faire naître et de les utiliser. Ma question à moi, c'est celle-ci. Quelles sont les formes sociales exprimées par les machines apprenantes appelées intelligence artificielle, mais aussi quelles sont les formes sociales, les formes de relations sociales produites par ce tournant algorithmique et dont la nouvelle facticité numérique hérite de sa plasticité ontologique.
Je ne pourrais évidemment pas décrire ici en détail ce que produit le type de société ou le type des institutions imaginaires de la société que produit une telle intermédiation algorithmique de la production, de la connaissance, du pouvoir, de la temporalisation et des sujets. Quelques mots seulement qu'il faudra entendre, si vous le voulez bien, comme autant d'indications expressionnistes à nouveau de ce que certains perçoivent positivement comme une nouvelle image de la pensée ou parfois plus péjorativement comme le nouvel esprit d'un capitalisme numérique sous stéroïdes algorithmiques. Alors, je vais quand même vous dire quelques mots de la posture méthodologique qui est la mienne. J'ai beaucoup parlé, les 10 dernières années, même un peu davantage, de gouvernementalité algorithmique. La gouvernementalité algorithmique postule, selon moi, une évolution de la gouvernementalité vers un mode cybernétique de régulation, ou plutôt de dérégulation, de désordonnancement du monde social, qui serait fondé sur le traitement algorithmique de ce qu'on appelle les big data, les données massives, et surtout les fast data, les données rapides, plutôt que sur la politique, le droit, les normes sociales, les conventions de quantification, les catégories subjectivement et collectivement reconnaissables et contestables. Un gouvernement ou un mode de gouvernement dont la cible ne serait plus les individus, les groupes, ni même la population, mais la contingence en tant que telle, c'est-à-dire l'excès irreprésentable du possible sur le probable. Un gouvernement indifférent à la fois à ce qui fait la singularité des sujets ou des individus et à ce qui les inscrit dans des collectifs socialement vécus. La notion de gouvernementalité, dont j'essaye très maladroitement et très infidèlement d'hériter de Foucault, ce qu'il appelait la rationalité gouvernementale, est pour moi, en tout cas c'est comme ça que j'en hérite, avant tout une manière de rendre cohérent, de trouver la cohérence, de montrer l'intrication à chaque époque d'un ensemble de techniques de production de sens, d'exercice du pouvoir, des techniques de domination, des techniques de soi et des techniques de temporalisation. Donc je ne vise pas du tout, si vous voulez, un mode de gouvernement particulier qui aurait plus ou moins réussi ou qui se serait juxtaposé à des formes de souveraineté, des formes plus anciennes de souveraineté, de pastorat, de discipline, de normalisation, de contrôle. Non, la gouvernementalité est le nom donc d'une stratégie ou d'une posture méthodologique, la mienne, qui consiste à tenter de percevoir à distance des invariants classiques de la science politique, l'État, les institutions, le sujet, etc., une série de déplacements sémiotiques, épistémiques, normatifs stratégiques, anthropologiques, éthiques, dont l'entrelacement signale le nouvel esprit du capitalisme algorithmique. Alors je dis... changement de modalité de signification. J'ai parlé dans mon titre de réalisme algorithmique. Qu'est-ce que j'appelle réalisme algorithmique ? Eh bien, c'est tout simplement qu'en permettant à tout d'être connecté, de communiquer ou de se synchroniser avec tout le reste en temps réel, quasiment, on parle d'Internet des objets, de fusion cyberphysique, le tournant computationnel semble disqualifier toutes les sortes de représentations, y compris les prédictions basées sur des représentations statistiques qui, comme on le sait, les représentations statistiques ne prétendent jamais être adéquates au monde, mais simplement en fournir des représentations approximatives avec un objectif de neutralité, toujours imparfait aussi. Donc tout ça, toutes ces représentations et même les catégories statistiques apparaissent comme des anachronismes, et sont remplacés, si vous voulez, par une sorte de paradigme post-représentationnel et récursif d'accès désintermédié au ce qu'on appelle le réel numérique en haute résolution, qui est aussi une haute dissolution, à un stade infrapolitique, à un niveau infrapolitique, présémiotique, émancipé de l'ordre symbolique, de la tyrannie du signifiant, de l'impérialisme du langage lui-même. Selon la fantasmagorie du réalisme algorithmique, le calcul lui-même n'est plus compris comme représentatif, ni secondaire, ni séparable de ce qui est calculé. Le tournant computationnel, dans la rationalité gouvernementale algorithmique ou dataïste, dépasse la distinction entre forme et substance, entre information et matière. La prolifération de ce que Guattari appelait la matière signalétique produit une nouvelle facticité
génératrice d'un nouveau type de réalité, donc réalité non représentative, mais plutôt compressive et spéculative, qui se rapporte au monde, non pas du tout sur le mode référentiel par lequel les signifiants se rapportent aux signifiés, mais sur le mode hyperstitionnel ou défuturisant d'un discours présémiotique générant et effectuant sa propre réalité, ou pourrait-on dire sur le mode d'une carte qui générerait son propre territoire spéculatif. On parle d'image opérationnelle. Cela montre que, contrairement à l'idée qu'on a du rhizome de l'Euzékatari, etc., Alexander Galloway expliquait, lui, que le rhizome est plus essentialiste que l'arbre. La déterritorialisation est plus générative que corrosive, plus déterritorialisante. Jussi Parikka parle, lui, d'image invisuelle. À la suite du cinéaste Harun Farooqui, suggère le paradigme, ça sur le plan esthétique, un paradigme de l'image opérationnelle pour rendre compte d'infrastructures, de logistique et d'images qui passent du visuel à l'invisuel. C'est même pas l'invisible, c'est l'invisuel, parce que l'invisible suppose encore contrefactuellement qu'il existerait quelque chose qui serait visible, de l'invisuel, de la manière de voir à la manière de calculer. Les infrastructures de la visualité, des images tabulées comme des données qui deviennent des diagrammes et des modèles d'images qui permettent aux idées qui permettent l'émergence d'idées de télédétection comme paradigme clé de la culture visuelle et invisuelle. Donc, alors, dans le paradigme de l'information, par exemple, de Shannon, dont nous avons parlé tout à l'heure, il y avait cette idée qui a d'ailleurs été reprise par Baudrillard, qu'aujourd'hui, il y aurait de plus en plus d'informations et de moins en moins de sens. C'est un peu cette idée que, finalement, l'information n'est pas porteuse de sens, elle fonctionne, c'est tout, un peu à la manière d'un code génétique, ça fonctionne et c'est tout. Mais contrairement à cela, il me semble, et Mercedes-Benz, par exemple, l'a exposé, qu'aujourd'hui, au contraire, les algorithmes produisent du sens, mais un sens, comment dire, un sens absolument alien et potentiellement éminemment toxique. Mercedes-Benz explique qu'il est intéressant de noter que les modèles d'apprentissage automatique semblent échapper au schéma de l'asservissement. Vous savez, robot, étymologiquement, c'est l'esclave. Alors, il n'y a pas plus récalcitrant qu'un algorithme d'apprentissage profond et qui n'a absolument plus rien à voir avec la notion d'esclave, puisqu'ils produisent un sens qui est tout à fait, qui nous est subjectivement et collectivement inintelligible, bien souvent. Donc il est intéressant de noter, dit-elle, que les modèles d'apprentissage automatique semblent échapper au schéma de l'asservissement en produisant des irritations à deux niveaux. Premièrement, en effectuant un calcul de signification, ils calculent la signification. Ils ne sont donc pas dépourvus de signification, ils produisent bien du sens. Et en produisant des erreurs intéressantes. Ils ne parviennent pas à être entièrement domestiqués. Il semble que la technologie des modèles d'apprentissage automatique soit plus rebelle que d'autres technologies, car elle signifie like hell, elle écrit, je ne sais pas comment le traduire, pas comme des diables, mais diaboliquement, dirait-on, et nie souvent d'être au service ou de se camoufler comme n'étant rien d'autre que l'intelligence humaine. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce qui apparaît menaçant dans cette sémiose algorithmique est aussi, paradoxalement, ce qui apparaît politiquement séduisant à première vue. Le court-circuit du langage humain et du langage scientifique aussi en particulier, puisqu'on substitue, si vous voulez, aux équations réductionnistes de la science, on substitue la détection de patterns en temps réel, etc. Donc on s'émancipe de la science au profit de la corrélation, de la détection de corrélation. Donc le court-circuit du langage, et du langage scientifique en particulier, semble enfin permettre que tout devienne potentiellement signifiant, même et surtout ce qui était perçu comme non signifiant dans les régimes de représentation, y compris la représentation statistique d'ailleurs. Tout ce qui paraissait non signifiant, ce qui semblait non signifiant, et que le système donc déplace les frontières et les seuils de la perception pour inclure une quantité d'éléments
des signaux numériques présémiotiques et infrasémiotiques, donnant voix et poids à ce qui auparavant restait non représenté, repoussant virtuellement à l'infini les limites de la représentabilité et abolissant dès lors dans le même geste, abolissant son dehors et donc abolissant la représentation elle-même. Donc ça peut paraître séduisant, hein. Mais aussi, plus fondamentalement, ce qui peut paraître séduisant, c'est le fait que ces systèmes de production de signification évitent toute confrontation avec des sujets et des objets concrets et matériels et signifiants. Les processus algorithmiques génèrent des espaces purement spéculatifs et permettent dès lors une sorte de transparence, je mets transparence entre guillemets, sans précédent. Les modèles ne sont même pas des choses, ils sont transparents comme aucune chose ne l'est. Selon Deleuze, l'être est fondamentalement relationnel alors que les objets ne sont que des dépendances littérales des relations, des dépôts fixes de relations dynamiques, une fatigue de la relation, les résultats d'actualisation dynamique. Et donc, en tant que tels, les objets ont une sorte d'opacité et de non-transparence que n'ont pas les modèles algorithmiques. Louis Marin, en 1975, avait suggéré que les choses sont des signes et leur matérialité jette son ombre sur la transparence de la représentation signifiante. La chose, dans sa pleine présence à l'esprit, a pour fonction d'obscurcir la signification qu'elle porte en tant que signe. Elle se donne dans la simple représentation d'elle-même, au lieu que la représentation se donne comme une chose qui en représente une autre, bref, comme un signe. Mais toute cette couche d'opacité, d'ombre qui est propre aux objets disparaît dans ce paradigme algorithmique, puisque les algorithmes dissolvent, fragmentent tous les objets dans une multitude de pixels, de données infrapersonnelles, infra-objectales. C'est-à-dire que le machine learning, en quoi ça consiste? En fait, comment ça fonctionne? Une machine apprenante, elle fragmente le monde dans une multitude de signaux qui sont présémiotiques et le recompose en fonction d'une curiosité automatique qui n'est domestiquée et bornée par rien d'autre que ce qu'on appelle la fonction objective de l'algorithme, c'est-à-dire ce qui traduit sous une forme de code l'utilité sectorielle ou l'intérêt de celui qui utilise l'algorithme afin d'optimiser quelque chose. Alors, cet autodépassement ou cette auto-abolition de la représentation est précisément ce sur quoi Michel Foucault avait mis en garde. Mais ça, je vais passer parce que c'est encore un peu plus abstrait. Alors, bien que la possibilité même de représentation et d'interprétation, ce par quoi les êtres humains accèdent normalement à la réalité ou au réel, ou ce par quoi les êtres humains transforment le monde en une réalité reconnaissable pour eux, semble singulièrement court-circuité ou aboli. Alors, Erich Horl, qui est un collègue de Lefana, suggérait, lui, que ce qui caractérise la phase contemporaine de l'histoire de la sémiotique, c'est peut-être moins la fin du sens, à la Baudrillard, au profit de l'exploitation mathématico-logistico-technique des signaux comme purs signaux indépendants de tout sens, de toute signification, que et ça, c'est le côté, lui, il croit vraiment aux vertus émancipatrices, en fait, de cette immanence calculatrice, que l'apparition d'une nouvelle formation techno-écologique du sens, émergeant à l'ombre de la prétendue fin du sens. Les nouvelles techniques numériques donnent sans doute accès ou produisent un sens différent, étranger, qui n'est plus attesté ou attestable alphabétiquement par un sujet transcendantal de la lecture et de l'écriture. Alors, le risque que ça, et nous en parlions à la pause, évidemment, c'est vrai que ça peut paraître très, très émancipateur. On n'est pas reconnu par les algorithmes, en tout cas directement, comme membre, comme étant ayant la peau noire ou la peau blanche, comme étant une femme ou étant un homme. Si vous voulez, les modélisations algorithmiques, les détections algorithmiques passent à travers toutes les catégorisations socialement éprouvées
et socialement attestable. Elle passe à travers l'épistème visuel. Et donc ça paraît tout à fait neutre, objectif et vachement démocratique. Vous voyez? Et ça fait parler tout aussi bien une tasse qu'une personne. Donc on est tout à fait dans... ça va un peu dans l'air du temps, hein, toutes ces pensées de sortir de l'anthropocentrisme, faire en sorte que les machines parlent pour le monde, etc. Alors, c'est pas tout à fait nouveau. Hein. Dans le sillage des conférences de Massy sur la cybernétique, qui ont eu lieu entre 1946 et 1953, et de l'invention de la théorie des systèmes, hein, à laquelle Bateson, McCulloch, Norbert Wiener, von Neumann, entre autres, avaient contribué, un nouveau modèle théorique des processus biologiques, mécaniques, communicationnels avait déjà émergé, qui avait dépouillé les humains et l'Homo sapiens de toute position privilégiée dans la production de sens, d'information et de cognition. Catherine Hayles définit, elle, la cognition comme un processus d'interprétation de l'information dans des contextes qui la relient au sens. Mais elle a récemment affirmé que, dans son bouquin de 2021, que bien que de nombreux biosémioticiens affirment que les ordinateurs ne peuvent pas créer de signification parce qu'ils ne sont pas autonomes, cette objection est une limitation arbitraire démentie par ce que sont réellement les ordinateurs. À ma connaissance, aucun média informatique n'est conscient. Néanmoins, comme les organismes non conscients, les ordinateurs ont des milieux internes et externes. Ils traitent et interprètent des informations, y compris des informations provenant de capteurs et d'actionneurs, lorsque ces éléments sont présents, et ils créent des significations dans le sens où ils exécutent des comportements qui ont une efficacité dans leur environnement. La cognition étant intrinsèquement incarnée, ces affirmations n'occultent ni n'éludent le fait que les supports informatiques ont des instantiations, c'est-à-dire des corps, profondément différentes de celles des organismes biologiques, ni n'impliquent que les ordinateurs fonctionnent comme des cerveaux ou vice-versa. Mais vous voyez, il y a une sorte de trouble croissant en raison précisément de cette très grande immanence, ou dirons-nous plutôt de cette très grande plasticité, de la plasticité des algorithmes qui finalement sont moins là pour ordonner, imposer un ordre aux données que pour eux-mêmes se laisser affecter par les données qu'ils rencontrent. On peut dire que finalement, alors que Larry Lessig disait « code is law », juriste américain, « code c'est la loi », en fait, ici, on va dire que les data, les données font la loi, puisqu'elles façonnent les algorithmes qui sont évolutifs en fonction des données qu'elles rencontrent. Alors, mais cette très grande, à la fois, il y a cette très grande plasticité qui est commune en fait au cerveau et aux algorithmes apprenants. Il y a aussi cette tendance à croire qu'il y aurait une intelligence du fait qu'on attend effectivement de ces machines qu'elles produisent du sens au départ du chaos et qu'il y aurait donc une sorte de productivité. Mais comme je le signalais tout à l'heure dans la petite intervention que j'avais faite là, au départ de Canguilhem, il est bien clair, à mon sens, que ce qui pêche, en l'occurrence, c'est, et ça, l'enfer est pavé de bonnes abstractions, hein, c'est précisément le fait que des algorithmes ne sont jamais capables de métaboliser que des données numériques. Et ça, c'est une abstraction qui est aussi une forme de déhistoricisation assez radicale. Alors, je saute un peu pour aller un peu plus vite. Alors, vous voyez, on a cru, et donc c'est tout ce potentiel soi-disant émancipateur de l'immanence, on a cru que grâce aux algorithmes apprenants, on allait pouvoir se rendre parfaitement objectif, dans le sens qu'on ne va plus en passer par des représentations, donc on ne va plus en passer par de la sélectivité. La sélectivité dépend toujours d'un point de vue. Hein. Nous, en tant qu'êtres humains, parce que nous avons un corps, nous avons un rapport frugal au réel, c'est-à-dire un rapport sélectif. Notre point de vue est toujours situé, notre point de vue est aussi toujours intéressé.
l'idée, si vous voulez, l'idéologie technique des données massives, c'est de se passer, c'est cette prétention à se passer de la sélectivité pour pouvoir prendre tout en compte, y compris les points les plus éloignés de la moyenne, ce qui, dans les statistiques traditionnelles, pouvait passer pour du bruit, c'est-à-dire ce qui est trop éloigné de la moyenne, ce qui est trop anarchique, ce qui est trop particulier, que pour ne pas induire des erreurs dans les modélisations. Ici, on va pouvoir tenir tout en compte. Donc, c'est cette prétention à l'exhaustivité et cette prétention aussi à la prédiction, c'est-à-dire cette prétention qui est commune finalement aux algorithmes, au machine learning et à ce que et à la comment dire au calcul, tout simplement, hein, cette idée d'épuiser le réel, en fait, cette possibilité, cette idée que grâce aux algorithmes, on pourrait épuiser le réel, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus à enjamber l'indécidabilité ou l'indétermination ontologique du monde lui-même par des conventions, par du langage, c'est-à-dire par des artifices, que nous, on peut se passer, en fait, de toute cette artificialité humaine. Mais il est aujourd'hui désormais largement documenté et reconnu que ce passage, si vous voulez, ce glissement de la représentation à la corrélation, et que l'ambition de remplacer les systèmes de différenciation, donc des catégorisations, ou ce que Michel Foucault appelait les pratiques de division, par l'intelligence des données, tendent en fait à naturaliser et à régénérer de manière récursive la plupart des effets de domination antérieurs. Ça a été très bien documenté par des auteurs comme O'Neill, Eubanks, Benjamin Noble. Enfin, je veux bien vous donner toutes les références si vous voulez. Hein. Mais ce phénomène atteste en fait de ce que je tends à appeler le remplacement de la normativité par une sorte de facticité, métabolisant l'état de fait numérisé, c'est-à-dire aussi les effets de rapports de domination rendus amnésiques de leur cause et naturalisés dans le sillage de leur numérisation. Ce traitement algorithmique produit un état de fait infrapolitique, une sorte d'arché-écriture numérique qui effectivement ne part que d'elle-même pour ne rencontrer que ses propres effets, un langage élémentaire qu'aucun locuteur ne peut parler. Alors, on ne saurait trop insister sur le danger d'une telle déhistoricisation. Alors, bien sûr, il existe une signification ontologique à la facticité, comme l'a rappelé Bernard Stiegler dans la veine de Heidegger. Hein. Alors, Bernard Stiegler décrit comme ça la facticité. Hein, il dit « Ainsi, le début de ma vie a été oublié. Je ne peux y accéder que par des rétentions tertiaires, des photographies de moi bébé, des ours en peluche ou des histoires que l'on m'a racontées. Il n'y a qu'un début, là où nous sommes, d'où nous devons repartir. Telle est la facticité dans laquelle nous sommes arrivés depuis que nous sommes au monde et que nous n'aurons jamais quitté en séjournant dans le monde. La spirale herméneutique, qui n'est pas un cercle, a commencé avant moi, avant nous, en constituant le là comme moi, par exemple, et je ne suis que ce que mes choses, objets et relations constituent. Alors ce n'est pas en ce sens-là que j'utilise ici le mot facticité, mais plutôt dans le sens rappelé par Pablo Oyarzún, qui est un lecteur de Walter Benjamin. Il rappelle que pour Walter Benjamin, la facticité, c'est le point où l'histoire est convertie en mythe, c'est-à-dire en nature rigide, selon un programme de conversion de l'histoire en nature, encodé dans le pré-pouvoir de la facticité, comme la pétrification de l'événement historique et comme l'horrible extase de cette même pétrification. Un régime fasciste, écrit-il, réduit l'histoire à la facticité. L'instant vertigineux de l'équivalence du pouvoir et de l'être appartient à l'histoire qui n'a besoin de se réaliser que pour montrer sa fausseté crasse, puisque l'excès de pouvoir reste indispensable, comme pathos de l'anéantissement, au maintien de cette équivalence. C'est ainsi que se détermine l'urgence. Pour en prendre la mesure, il faut comprendre la facticité comme les limes en anglais, les liminaires, la liminarité de l'historicité. Alors, bien sûr, il ne s'agit en aucun cas pour moi d'affirmer ici que le tournant algorithmique conduirait à l'avènement du fascisme, mais seulement qu'il existe une tendance commune au fascisme
et au réalisme algorithmique à naturaliser et donc à déhistoriciser, à déproblématiser et à dépolitiser l'état des choses, l'état de fait, aussi insoutenable soit-il. Résister à la facticité algorithmique implique donc de reconnaître l'irréductibilité du réel à l'être. Cette irréductibilité a été désavouée de différentes manières par une série de réductions implicites qui sont aussi des abstractions toxiques qu'il faut surmonter pour réouvrir l'espace-temps, les assemblages collectifs et les espaces de possibilités qui semblent de plus en plus fermés. Sinon, nous sommes condamnés effectivement à acquiescer à une sorte de platitude transcendantale ou à une transcendantalité de la platitude ou de la pure immanence. La dimension totalitaire de ces techniques algorithmiques, ne réside pas dans la rigidité de l'axiomatique ou des normes sur lesquelles elles s'appuient, et de fait, les algorithmes de machine learning fonctionnent sur une axiomatique empirique, très plastique, dynamique, mais bien plutôt dans ce que Luciana Parisi a appelé le décisionnisme algorithmique. C'est un affranchissement par rapport à un mode de résolution des problèmes qui ferait assumer aux décideurs les conséquences de ces décisions. Car tout se passe comme si les décisions prises n'étaient plus imputables aux décideurs. Si effectivement, c'est l'émergence, qui en anglais, emergency, c'est urgence aussi. Si c'est l'émergence qui dicte dans une vision qui n'est plus une vision de la gouvernementalité ou de la gouvernance comme impliquant la prévention, comme impliquant la précaution, mais comme impliquant uniquement la résilience, c'est-à-dire l'agilité, la capacité à s'adapter en temps réel sans gouverner encore quoi que ce soit, s'adapter à l'urgence, à ce qui surgit. Donc, à ce moment-là, ceux qui gouvernent, ce n'est plus l'algorithme, ce n'est même plus le décideur qui a décidé de se servir d'un algorithme, c'est le réel lui-même. C'est le réel, c'est l'émergence, et c'est pour ça que je parle d'une absolutisation de la contingence. Donc ce n'est pas un déni de la contingence, c'est une absolutisation de la contingence. L'acquiescement à une telle gouvernementalité algorithmique, en ce sens, reviendrait à ce que Peter Goodrich avait appelé le cynique acquiescement à une structure de pouvoir qui est à la fois politiquement et moralement injustifiable. Dès lors que l'objectif n'est plus tant de rendre l'avenir prévisible ou de gouverner c'est prévoir, disait-on, selon des normes préétablies, des conventions de quantification, etc., mais que l'objectif est plutôt de rendre le pouvoir maximalement agile, résilient, capable de tirer parti de la contingence, la spéculation et l'exploitation de l'incertitude, la résilience just in time, et non la surveillance, la discipline ou la normalisation, sont véritablement au cœur de la rationalité gouvernementale d'aujourd'hui. Alors, ces ambitions très spéculatives ou ce tournant spéculatif dans la gouvernementalité qu'amène l'adoption sans question de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ces ambitions spéculatives de l'apprentissage automatique sont, on le voit, en contradiction aussi, mais ça je le dis en passant, avec les ambitions de la statistique du milieu du XIXe siècle, qui était d'étudier la physique sociale, comme Adolphe Quetelet, dont le projet était d'étudier l'homme dans ses divers degrés d'agrégation, depuis l'état individuel jusqu'à l'état de combinaison le plus élevé, qui comprend l'humanité tout entière. Au contraire, la gouvernementalité algorithmique, les algorithmes apprenants, embrassent radicalement l'incertitude, l'incommensurabilité, la contingence. Elle atteste également d'un nouveau mode d'intervention préemptive qui n'est plus légitimé ou justifié comme la capacité d'agir sur base d'une connaissance ou d'un savoir précis de l'avenir, mais au contraire comme la certitude invincible de ce qui doit être fait immédiatement en l'absence de toute connaissance, dans une écologie de l'ignorance, dans une temporalité qui est récursive, sur un mode dynamique où l'apprentissage continu et la production de fiabilité sans vérité remplacent la production de vérité temporaire et leur justifiabilité, leur vérifiabilité, leur contestabilité.
C'est comme, en quelque sorte, et ça court-circuite véritablement la critique, c'est comme si la gouvernementalité algorithmique avait toujours déjà métabolisé à l'avance la critique épistémique et idéologique par le dépassement continu de ses propres systèmes de différence d'ordre et d'ordre de grandeur, d'évaluation, etc. Donc, voilà qui vous dit quelques... Bon, je pourrais continuer pendant 50 heures, mais je ne vais pas le faire. Je vais devoir court-circuiter moi-même mon intervention ici parce que je pense que je prends trop de temps. Mais qu'y a-t-il lieu de faire en conclusion, hein? Donc je passe, là je vous ai dit quelques aspects sur les techniques de signification, quelques aspects relatifs aux techniques de pouvoir. Je vais passer sur les techniques de soi, juste pour vous indiquer que, en fait, ce type de paradigme computationnel produit un certain type de sujet qui n'est plus un sujet récalcitrant, mais qui est un sujet recombinant. Puisque la capacité à calculer elle-même disparaît, nous ne pouvons plus savoir même ce qui est attendu de nous, dans la mesure où les métriques à l'aune desquelles nos performances respectives sont évaluées sont évolutives en temps réel en fonction des comportements de tous les autres. On est véritablement dans une sorte de course au crédit, une course au crédit, une course à l'audience, une course à la crédibilité, qui produit en fait une très grande précarité, hein, et qui court-circuite évidemment aussi toutes les dynamiques collectives, les dynamiques de négociation et de résistance collective, et toute action collective. Mais par rapport à ça, il faudrait une critique bien plus matérialiste que celle que je pourrais faire ici. Donc, alors, par rapport à tout ça, ce qu'on voit au niveau réglementaire, c'est que, à vrai dire, obnubilé par des questions de régulation, hein, et par la résolution technique des biais, par le souhait de rendre les algorithmes transparents, explicables, interprétables, ou obsédés par des problèmes d'alignement du comportement des intelligences artificielles sur les objectifs fixés par les humains, nous oublions, me semble-t-il, que les questions soulevées par ce tournant algorithmique sont fondamentalement non pas de nature réglementaire, mais de nature fondamentalement constitutionnelle, et donc fondamentalement ontologique. Il ne s'agit pas tant de produire des algorithmes éthiques pour nous gouverner, hein, pour gouverner à notre place, que de sortir de l'anomie et de définir collectivement, dialectiquement, les critères de mérite, de besoin, de désirabilité, de dangerosité qui président à la distribution des ressources et des opportunités. C'est-à-dire qu'il s'agit de définir politiquement les contours d'une théorie de la justice, plutôt que de sous-traiter la définition de ces contours à des critères, et de ces critères à des algorithmes d'apprentissage, aussi bien conçus puissent-ils être. Il s'agit aussi de ménager la possibilité, et en fait la nécessité, de prendre collectivement les décisions qui s'imposent dans une situation d'indétermination et d'incertitude radicale, tout en tenant compte aussi de ce qui n'a pas encore laissé de traces numériques, c'est-à-dire l'avenir, plutôt que de laisser la nouvelle classe vectorialiste préempter l'avenir selon sa logique sectorielle, donc en optimisant un état de fait échu qui leur est favorable. Donc je prends une position ici, qui n'est pas très populaire et qui ne le sera probablement pas, tout à fait contraire à la montée en puissance aujourd'hui de la notion d'éthique, finalement comme la manière dominante de réglementer ou de régler, hein, contre le technoréformisme dominant aujourd'hui, qui concède stratégiquement que les processus algorithmiques peuvent soulever des problèmes d'équité, de responsabilité, de transparence, d'explicabilité, mais proclame également que ces problèmes peuvent être résolus par des solutions techniques, telles que la formalisation de l'équité ou de la justice en contraintes lisibles par l'ordinateur et la correction des données et des métriques en conséquence. Nicolas Georgescu-Roegen, en 1971 déjà, nous expliquait que la logique ne peut s'occuper que d'une classe très restreinte de concepts, que j'appellerais, disait-il, arithmomorphes, pour la bonne raison que chacun d'entre eux est aussi discrètement distinct qu'un seul nombre de l'infinité de tous les autres. Mais la plupart de nos pensées humaines, de nos pensées, concernent des formes et des qualités. Et pratiquement toutes les formes
Et toutes les qualités, par exemple être raisonnable, sont des concepts dialectiques, c'est-à-dire tels que chaque concept et son contraire se superposent dans une pénombre sans contour, plus ou moins large. Donc, ça veut dire ça, que les efforts bien intentionnés visant à rendre les algorithmes équitables, responsables et transparents ne suffiront cependant jamais à eux seuls à satisfaire aux exigences de la justice en tant que principe de perfectibilité de l'ordre social, non pas d'optimisation de l'état de fait, mais de perfectibilité de l'état de fait, qui requiert de considérer les données non pas comme des faits, mais comme des effets de relations de pouvoir et de domination antérieures rendus imperceptibles par les algorithmes et par leur numérisation, d'évaluer l'équité, la responsabilité et la transparence, non pas des algorithmes seuls, ni des données, mais de l'ensemble des systèmes sociotechniques, y compris les réactions des décideurs humains confrontés à des recommandations algorithmiques, dans lesquelles les algorithmes n'interviennent qu'en tant que sous-systèmes techniques. De prendre en compte les impacts très différents que les faux positifs et les faux négatifs ou les mauvaises notations algorithmiques peuvent avoir sur les individus en fonction de leur richesse ou de leurs moyens, de leur possibilité de s'adapter ou de contester la décision prise à leur égard sur cette base. Considérer que la justice puisse être une propriété d'une boîte noire algorithmique sans tenir compte du contexte global ne peut se faire qu'au détriment de la justice elle-même. L'enjeu, dès lors, est de considérer les angles morts, de considérer l'amnésie intentionnelle, non pas pour y remédier, pour rendre les choses transparentes, mais pour ménager précisément le réel, pour faire justice à l'expérience, en ce que précisément, l'expérience n'est pas traduisible. Oyarsoun, reprenant Benjamin, disait aussi que dans le mot « justice », le langage parle au-delà de lui-même et de tout ce que le langage peut faire. Il dit quelque chose d'autre, quelque chose d'absolument autre que tout ce qui est capable, autre que tout ce que le langage peut accomplir et que tout ce qui peut être fait. Une ouverture se produit, le langage se produit, cette altérité s'ouvre avec un tel événement, mais pas par lui. Et cette ouverture est abyssale. Avec le mot « justice », le langage ne nomme rien qui puisse être rendu univoque ou qui puisse être rendu présent comme la chose qu'il désigne. La langue s'ouvre à une telle altérité, mais la langue n'aurait pas le pouvoir d'ouvrir l'altérité par ses propres moyens. Cette altérité s'ouvre dans la mesure où elle n'est pas touchée par le langage, dans la mesure où elle est l'au-delà du langage auquel le mot « justice » fait allusion. Et vous voyez que la malignité de la gouvernementalité algorithmique réside précisément dans sa capacité à mimer ou à métaboliser de manière extrêmement perverse les conditions optimales d'épanouissement des localités, de la subjectivation, de la régulation organique et par sa sensibilité aux émergences, alors qu'en fait, elle inscrit tout dans l'intensification du capitalisme lui-même. Donc, ce qui est en jeu, ce qui doit être récupéré et préservé contre l'adieu au réel, mais j'écris réel avec une majuscule, comme l'écrivait Lacan, c'est-à-dire comme précisément ce qui résiste à toute formalisation, dans lequel consiste donc l'adieu au réel, dans lequel consiste la gouvernementalité algorithmique, c'est une ouverture du temps, une hétérochronie qui est aussi une condition de possibilité de la justice. Voilà, je pense que je vais en rester là, parce que je ne sais pas si j'ai encore du temps ou pas. Non, mais c'est bien, comme ça on a le temps de discuter. D'accord. Merci beaucoup. Merci.